Bonjour encore et merci beaucoup d'être nombreux pour nous suivre. Nous allons parler aujourd'hui d'un plan que moi c'est le nom que j'ai donné à ce projet, le projet professeur Gilbert Kabanda. C'est le projet, moi j'appelle ça le projet professeur Gilbert Kabanda. C'est un projet que le ministre d'alors de la Défense avait proposé au docteur Honoris Causa, le docteur Félix Tshisekedi, qui est notre président actuel. Les Congolais n'aiment pas la flatterie. Ils disent, ah ouais, c'est toi, tu es flatteur, tout ça. Mais vous ne le voyez pas là-bas. Honoris Causa, docteur Félix Tshisekedi. Mais alors, vous voulez l'appeler comment? Il est président, mais il est aussi docteur Honoris Causa. Ah, parce que ça, c'est la flatterie. Tu cherches un poste. Et si c'était toi qu'on flattait, donc tu n'allais pas être content, non? C'est ça, non? Ou bien si c'était ton père qui était président et qu'on le flattait, tu n'allais pas être content. Si c'était ton frère qui était président et qu'on le flattait, tu n'allais pas être content. Ou même si c'était toi-même qui es président et que tu entends qu'on est en train de t'appeler docteur, est-ce que tu ne peux pas être content? Ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le aussi pour les autres. Voilà, c'est fini. Alors, revenons à notre plan. Le docteur, le professeur Kabanda, Gilbert, il propose au président Félix un plan. C'est un plan ambitieux. Mais j'ai comme l'impression que le plan est en train de... Bon, en fait, le professeur voulait ceci. Il dit ceci au président. Il dit, monsieur le président, le pays est immense. C'est un grand pays. Plus de 120 millions d'habitants, c'est beaucoup. 120 millions d'habitants pour 100 000 ou bien 80 000 à 150 000 soldats, c'est trop peu. Nous devons aller au moins à 500 000 soldats. Donc nager entre 500 000 et 1 million de soldats pour la RDC, afin de bien protéger les pays et même les minéraux du pays. Ça, c'était le projet professeur Kabanda qu'il avait proposé au docteur Honoris Causa, le président Félix Tshisekedi. Il lui a proposé ça. Je voudrais que nous puissions réfléchir sur ça. Vous êtes Congolais, vous êtes patriotes, réfléchissons un peu sur ça. M'excuse. Nous allons réfléchir sur ça. Moi, personnellement, j'approuve d'abord ce projet Kabanda. Et puis j'ai voulu dire au président Félix Tshisekedi, je vais dire ceci, monsieur le président. Moi, c'est juste un avis personnel. Vous voyez, avant que Trump ne puisse arriver, l'administration Biden soutenait Paul Kagame. N'est-ce pas? Donc, la signature qu'il y aura du deal entre la RDC et l'Amérique, c'est de la volonté de Donald Trump. Pourquoi c'est de sa volonté? Il l'a voulu. Il l'a fait. Et puis, l'avantage qu'il a pour le moment, il a la majorité au Sénat, donc au Congrès américain. Donald Trump a la majorité. C'est ce qui lui permet de faire même tous ces accords et de faire passer tous ces projets. Il n'a que le mandat de 4 ans. Autrement dit, pendant que vous allez quitter en 2028, lui aussi va quitter en 2029, une année après vous. C'est ça le projet. Maintenant, supposons qu'après Trump, le président qui venait, lui aussi venait comme Trump bouleverser aussi les choses ou bien changer les choses. Il dit que nous annulons tous les contrats que nous avons signés avec les Congolais et autres, tout ça. Il annule. Et si lui aussi a une majorité au Sénat, par exemple les démocrates reviennent encore, ou même un républicain qui vient et dit non, tout ce que Trump a fait, nous mettons de côté, ou bien nous allons surseoir ces projets. Qu'est-ce que la RDC va faire? Ne serons-nous pas encore attaqués par les pays voisins qui sont cupides de nos minéraux et de notre richesse? Ce que moi je veux, qu'on revienne au plan professeur Gilbert Kabanda. Qu'est-ce que je veux dire? Monsieur le Président, dès que nous commençons les deals de 500 milliards de dollars, parce que nous avons fait les deals pour échange minéraux contre sécurité, je ne veux pas que ce soit les Américains qui nous protègent. Non, dans un premier temps, oui. Mais je veux que ce soit les Congolais qui protègent leur pays. C'est pourquoi, moi je propose ceci. Faisons des bases militaires, des camps militaires, des aéroports militaires, de stocks militaires dans tous les territoires de la RDC. Nous avons 145 territoires. Dans chaque territoire, on construit un aéroport militaire. Un aéroport militaire, une base logistique militaire, au moins 3 hélicoptères militaires, hélicoptères de combat ou même de reconnaissance, comme les Moiri sud-africains, au moins 2 drones, un grand centre hospitalier dans chaque territoire,
Et là, nous allons mettre le camp des militaires, le camp des policiers et le camp de la force navale ou la force aérienne. Dans chaque territoire. Le pays sera ainsi sécurisé. Si dans chaque territoire, il y a des bases militaires. Donc moi, je veux que les budgets que vous allez mettre dans les 3 ans, si les deals commencent maintenant, que ce soit un budget basé sur la formation de nos propres militaires, l'achat des équipements de guerre, la construction des bases militaires ou des camps militaires et la construction des bases logistiques. C'est tout ce que moi je veux que vous puissiez faire dans un premier temps. Parce que de sorte qu'après même votre départ, après même le départ des Américains, ou si même les Américains arrivaient à changer, qu'on trouve au moins quelque chose qui peut nous protéger, ça sera déjà une base pour la RDC. Parce que pour le moment, nous avons un problème très sérieux. Nous savons que les voisins se sont bien armés plus que nous. Aujourd'hui, par exemple, les Kenya a le même statut qu'un pays de l'OTAN. C'est-à-dire, si vous attaquez les Kenya aujourd'hui, c'est toute l'Europe qui va vous attaquer. Pourquoi? Parce que les Occidentaux ont trouvé que le Kenya est proche des États-Unis et il est en même temps proche de... Non, le Kenya est proche de la Russie et en même temps proche de la Chine. C'est le seul pays africain qui est plus proche de la Russie et de la Chine. Et là, ça pouvait être une entrée facile de la Russie et de la Chine. C'est pourquoi ils ont fait du Kenya, ils ont donné au Kenya un statut particulier comme un pays de l'OTAN. Et vous avez vu que les démocrates ont bien reçu le président Ruto dans la maison ovale. Vous comprenez pourquoi maintenant? Mais alors, la RDC doit rester un pays stratégique. La RDC doit rester un pays totalement militarisé. Ça, c'est le premier projet. Dans chaque territoire, former d'abord au moins 500 militaires qui pourront payer en moyenne au minimum $500 par mois, qui sont bien équipés, qui mangent bien. Et là, quand ils sont dans toutes les bases et dans tous les territoires, il y a des aéroports, nous pourrions facilement atteindre, relier tous les territoires. Ce qui fait que l'intervention militaire, oh non, il y a des rebelles qui sont venus quelque part ici, les militaires qui sont sur place, ils peuvent mettre fin à cela. Ce qui fait qu'on doit former des pilotes, on doit former des informaticiens, même des soldats qui sont occupés de l'intelligence artificielle. Tous ces gens doivent être formés maintenant. Les soldats qui s'occupent de la cybercriminalité, ils doivent être formés maintenant, qui maîtrisent l'informatique, qui maîtrisent l'information numérique, la guerre numérique. Ils doivent être formés maintenant. Ils font partie de l'armée. Les services de sécurité doivent être équipés de matériel, de contrôle, de recherche, de renseignements très équipés. Capables de contrôler les téléphones de tout le monde. Ça, c'est la première chose. Le deuxième plan que moi je propose, ce n'est pas de prendre les étudiants d'abord, les élèves d'abord, non. Prenez d'abord les encadreurs. Formez-les dans une formation militaire. Par exemple, moi, pasteur là, quel que soit l'âge ou tout ça, vous allez d'abord me former. Je fais les entraînements et tout ça, j'apprends comment manipuler une arme. Vous voyez, quand cela entre dans ma tête, je pourrais facilement les communiquer aux enfants. Je pourrais facilement montrer à mes enfants que non, voilà, il ne faut pas avoir peur de ça. Il ne faut pas avoir peur de ça. Là, le problème, c'est quoi? Si les leaders, eux-mêmes, ont peur, à combien plus forts les autres? Il faudra que même si quelqu'un est ministre, il a d'abord en sa tête l'esprit militaire. Il n'a pas peur d'une arme. Il peut manipuler une arme facilement. Aujourd'hui, beaucoup de ministres qui sont là, ils ne savent même pas manipuler les armes. Et ce n'est pas normal. Ils doivent avoir un esprit militaire. Il faut qu'ils suivent la formation. Comment faire en cas d'attaque, comment faire en cas de ceci. Pas seulement une arme pour se défendre, mais une arme de guerre. Si déjà l'encadreur, ou bien l'élite, ceux qui forment les gens, ont reçu cette formation, ils peuvent facilement la communiquer aux autres. Si on prend les professeurs, les assistants, les enseignants, on les forme à la formation militaire, ils pourront facilement les transmettre aux autres. Ça sera facile. La transmission sera facile. Un pasteur va facilement transmettre le savoir militaire aux autres. Et à ce moment-là, on va voir les pasteurs, on saura que tout le monde aura peur. On dit non, il ne faut pas attaquer les pasteurs, il ne faut pas jouer avec les professeurs. On sait que ce sont des gens très dangereux. Moi, je propose cela. Et quand ça va se terminer au niveau des professeurs, des enseignants, vous allez, ça va descendre facilement. Et la dernière proposition, c'est d'ajouter l'anglais dans la formation militaire. C'est très important.